Cette année, cette rentrée littéraire sera romanesque. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas triste, ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas du côté du deuil, de la famille dysfonctionnelle, hein, ils sont toujours là, mais c'est quand même porté par un espèce d'élan qui, moi, m'a beaucoup réjoui pour cette rentrée littéraire. Voilà. Donc ce sera peut-être un petit peu moins intime, hein, mais tout ce qui est là, en tout cas, m'a fait ou sourire, ou pleurer. J'ai beaucoup pleuré pour cette rentrée. Donc... Je vais commencer par un titre, traduit du néerlandais, qui s'appelle Sainte Rita. Ce n'est pas un premier roman. L'auteur, moi je n'en avais jamais entendu parler. On est dans la très jolie collection La Cosmopolite chez Stock, qui pour moi fait vraiment un travail absolument remarquable en littérature étrangère. Et là, nous partons à Fagnes-Sainte-Marie. Jamais entendu parler. Un tout petit bled paumé au milieu de rien, pas très très loin de la frontière allemande, en Hollande. Une fois qu'on est là, on n'est pas complètement piégé, mais bon, pas grand chose à faire, pas grand monde à rencontrer parce que nous représentons l'autre. Et l'autre, à cet endroit du monde, c'est un peu compliqué. Nous allons mettre les pieds dans une ferme particulière, très particulière. Paul Cruzen et son père y vivent depuis absolument toujours. Le père est vieux, nécessite des soins, beaucoup de soins, un accompagnement quasi constant. Paul est un vieux garçon, il est resté à côté de son père. Il est marqué par une histoire extrêmement particulière. Dans ce lieu si perdu au bout de vraiment, enfin, c'est presque le trou du cul du monde, hein, vraiment. Il s'est passé une chose, 40 ans auparavant. Et cette chose, cet événement, continue à marquer les gens, continue à marquer leur rapport à l'autre et leur rapport au monde. En 1975, c'est crashé un avion d'épandage dans un champ. Jusque-là, rien de bien fou. Hein. On est dans un milieu rural, un avion d'épandage. Sauf que cet avion d'épandage venait de Russie. Et que ce pilote était russe. Alors dans le genre, l'autre, l'ailleurs, oula, il était russe, quoi. Hein. Il a été soigné, ramené à l'hôpital. Et puis, à la fin de son hospitalisation, on ne savait pas trop bien quoi en faire de ce russe. Il n'est pas d'ici, mais il faut bien dégager le lit. Hein. Enfin, je veux dire, déjà en 75, il fallait dégager les lits au bout d'un séjour plutôt court. Et ce russe est reparti dans la famille des Cruzen. Alors, il n'a pas été hyper bien accueilli, ce russe, mais en même temps, on n'allait pas le laisser crever de faim. Et il est resté 1 mois, 2 mois, 3 mois. 4 mois, bref, toujours est-il qu'il s'est carapaté avec la mère du petit Paul. Forcément, Paul est marqué par cette histoire. Forcément, Paul, et vous verrez pourquoi exactement, est resté aux côtés de son père. Comme il n'y a strictement rien à faire dans ce lieu, il a opté pour un truc un peu moche. Il fait du commerce d'antiquités militaires. Pour tous les fétichistes des bottes DSS, et des cravages DSS qui vont souvent avec les boîtes DSS, hein, des uniformes, tout ça se vend, se monnaie extrêmement cher. Ça, c'est Paul. Paul est seul. Terriblement seul. Ben oui, l'autre, rappelez-vous, hein, le rapport à l'autre. Et tout ça est porté par une écriture d'une finesse. Alors il n'y a pas de grandes envolées lyriques, hein. On est dans quelque chose de très terre à terre. Mais l'auteur a une acuité, a vraiment un point de vue, a vraiment un regard qui vous plonge à un endroit en même temps extrêmement contemporain, avec des problématiques très fortes, et en même temps, alors j'aime pas ce mot malheureusement, d'un exotisme absolument incroyable. Alors, allez vous frotter à la plume de l'auteur. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement fort.
collectionneuse d'Agnès Van Wong. C'est un roman qui emprunte à la littérature de genre. Nous sommes au Mercure de France, en littérature française, et qui est plutôt souvent une littérature de l'intime. On n'est pas particulièrement sur de l'autofiction, mais on est quand même sur une littérature de l'intime au Mercure de France. Et là, d'entrée de jeu, paf, les codes sont complètement différents de d'habitude. Nous sommes à Paris, mais franchement, on pourrait être ailleurs. On n'est pas du tout dans un endroit, enfin, c'est pas du parisianisme ni rien. On n'est pas très loin des Halles, et on va faire un espèce de focus sur une plaque, la plaque d'une agence de détectives privés, l'agence du Luc. Cette agence existe vraiment. À la tête de cette agence, José, 60 ans, maîtresse femme, elle règne sur le monde des détectives privés, elle sait tout, sur tout. Elle bosse avec Georges depuis toujours, ultra efficace Georges, parfait. Et elle bosse aussi avec Frédéric, sa nièce. Alors c'est vrai que bon, elle l'a embauchée, elle savait pas exactement, c'est pas complètement la BA, mais ça reste Frédéric, sa nièce. Alors elle lui donne des missions, somme toute assez facilement réalisables. Et Frédéric, elle s'est un petit peu perdue dans le quotidien de ses missions facilement réalisables. C'est une jeune femme, c'est une femme qui doit avoir une trentaine d'années. Elle est lesbienne. Son amoureuse l'a quittée 2 ans auparavant. Elle n'a plus jamais couché avec personne depuis. C'est très compliqué dans sa vie. Elle collectionne des sextoys très imposants. Très imposants. Ça, c'est une des premières données du roman. Si vous n'avez pas envie de vous... comment dire, prendre, parce que là c'est des scènes de sexe assez, costaudes, n'y allez pas. Bref, toujours est-il que Frédéric va avoir la mission. La mission. Victoria a disparu du paysage avec un bacon sous le bras. L'homme au lavabo. Autant vous dire que le milieu de l'art international est sur les rangs. Où est Victoria ? Elle en a payé un petit bout. Le galeriste possédant le bacon est mécontent, très mécontent. Il va payer cher pour qu'on retrouve Victoria. Et Frédéric est sur le coup. Frédéric, le monde de l'art, elle n'a pas les codes. Elle ne sait pas comment ça marche. Mais elle y va. Et ça va être, dans un premier temps, des allers-retours européens. Bruxelles, Bâle, jusque-là, tout va bien. Et puis le monde de l'art, le monde de l'art est international, on le sait. C'est un microcosme, toujours les mêmes, des galeristes, des collectionneurs. Mais la Thaïlande, Hong Kong, New York, des vrais nouveaux collectionneurs extrêmement richissimes en Asie. Ça, c'est quelque chose qui est là et qui pèse pleinement sur le roman. C'est débridé, c'est fou en fait. L'argent et le rapport à l'art est là, pas entre les lignes, dans l'écriture de l'auteur, dans le quotidien de cette Frédéric. Et c'est un roman extrêmement détonnant, pas toujours... qui peut être extrêmement dérangeant. Je sais pas vous, mais moi, l'art, j'en fais un espèce de truc avec un grand A que je peux... Non. non, l'art, c'est un truc très marchand. C'est un truc très marchand, on se tire dans les pattes. C'est moche. Ça peut être très très moche. Et puis vicieux aussi. Voilà où l'auteur nous amène. Mais si c'était juste ça, encore une fois, ce serait pas très intéressant. C'est tellement drôle. Tellement drôle. Faites-vous plaisir, c'est une lecture très jubilatoire. En même temps, il y a quelque chose de très léger dans tout ça. Et en même temps, mais qu'est-ce qui est devenu cette Victoria ? Alors évidemment, je vous ai strictement rien dit, mais on sait ce qu'elle est devenue cette Victoria. Et la pirouette est absolument magistrale de la part de l'auteur. Nous partons donc dans les Pouilles, dans un tout petit village des Pouilles. Il n'y a pas grand-chose, mais tous les ans, à la même époque, elle part en vacances chez sa grand-mère.
Elle ne sait pas encore à quel point la relation qu'elle a avec sa grand-mère est belle et privilégiée. Elle a 16 ans. À 16 ans, on n'est pas là. On n'est pas là-dedans. Déjà que tous les ans, on part dans les Pouilles, avec papa, chez mamie. Elle s'ennuie. Quand on est adolescent, on s'ennuie pas partout, mais un peu quand même. Et une nuit, la même nuit que la précédente, une nuit chaude, elle entend du bruit dans le jardin, dans la piscine. Et elle sait que de temps en temps, les gars de la ferme viennent s'y baigner. Alors, elle a 16 ans. Elle mate. En plus, elle a cru comprendre qu'ils étaient nus. Alors elle mate. Et ils sont là. Et se couvre le fait de voir ces 3 jeunes hommes dans la piscine devient quelque chose de merveilleux qui va construire vraiment le rapport aux Pouilles, le rapport qu'elle va avoir dans les futures années à cet endroit. C'est un roman ultra contemporain, entre les lignes, puisque cet endroit du monde, en même temps, il le magnifie et en même temps, il en fait un endroit de sécheresse totale, vraiment, physiquement, de sécheresse totale. Et ce personnage féminin, et je suis un peu... J'ai perdu son prénom en cours de route, j'arrive plus à me rappeler de son prénom. Elle est juste ballottée. Elle fait des vrais choix, mais une fois qu'elle a fait ces choix-là, qui sont décisifs, elle est juste ballottée. Et la fin de ce roman, c'est 300, peut-être même 400, voilà, 453 pages. Vous arrivez à la fin de ce roman, et il a dit ce qu'il avait à dire, Paolo Giordano, jamais de façon binaire, jamais de façon caricaturale. Tous tes enfants dispersés, c'est un roman assez court, c'est un roman de femmes, avec 2 voix de femmes et une voix d'homme, entremêlées. C'est un roman polyphonique, d'une immense poésie, qui va raconter entre les lignes, jamais de manière frontale, jamais avec des descriptions précises, le génocide au Rwanda. Mais on ne met jamais les pieds au cœur du conflit. Mais on ne le quitte jamais vraiment non plus. Puisque nous sommes après, longtemps après, et Blanche, qui a fui, qui a eu l'opportunité de fuir le Rwanda quelques mois avant le conflit, et qui est arrivée en France, à Bordeaux, rentre au pays, va voir sa mère. Ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas vue. Les retrouvailles avec sa mère sont très fortes, mais elles sont racontées par cette voix et par les souvenirs de la mère. Donc vous allez avoir vraiment des chapitres très courts. On n'est pas du tout dans le pathos, jamais. On n'est pas dans le sensationnalisme, jamais. On n'est pas au cœur du conflit. On est dans un endroit de résilience. On est dans un endroit où les mots, la poésie, la vraie signification des mots a eu un impact très fort dans la construction et dans la reconstruction. Parce qu'elle a quitté le pays suffisamment tôt pour être encore en construction. Donc quand on se construit et qu'il faut déjà se reconstruire, c'est compliqué. Et ce seront les mots, la poésie, qui vont l'aider vraiment à pouvoir, comme ça, accepter d'être pas 100% rwandaise, mais accepter d'en être et d'être française à la fois. Donc c'est aussi un rapport à l'exil, c'est aussi un rapport à la double culture. Et volontairement, je ne vais pas vous donner de faits. Volontairement, je ne vais pas vous donner d'anecdotes. Vous allez les découvrir. Anne Pauly, elle a 40 ans. Elle bosse pas mal pour un festival de musique qui s'appelle Loud and Proud. Elle est homosexuelle, elle le revendique.
même si ce n'est absolument pas le sujet principal du roman. Et elle nous raconte de manière extrêmement intelligente la perte de son père. Et elle le dit avec une espèce d'urgence et de nécessité, hein, avant qu'elle oublie. Parce qu'en fait, il y a quand même des choses qu'on oublie vite, qu'on oublie très vite. Anne Polly est très triste. La mort de son père lui amène un lot de questions auxquelles elle ne s'était pas préparée. Ça remet en question qui elle est. Ça remet en question de qu'est-ce que je vais pouvoir accepter de ce type. Est-ce que vraiment il va falloir que je récupère des choses de ce type qui est mon père. Et Anne Polly raconte avec une langue, mais tellement fine, et en même temps tellement drôle, hein, qu'est-ce que va être le traumatisme, hein, de vider une maison, de se confronter à qui était vraiment la personne, hein, qu'on enterre, à qui il faut dire adieu, par le biais de la découverte des petites choses qu'il pouvait posséder. Et elle fait des listes. Il y a un côté très inventaire dans ce roman qui est très intelligemment fait, et vous verrez qu'il faut vous laisser porter par la narration. Anne Polly ne construit pas du tout un roman chronologique, hein, mais elle ne base absolument pas la construction narrative sur des flashbacks, des allers-retours savamment orchestrés. Non, vous allez voir que c'est une femme qui met en avant tout le travail analytique. C'est l'histoire de Marwan. Oh, j'ai honte. Oui, de Marwan. Marwan, son frère jumeau et son autre petit frère ont grandi à Clichy, parents marocains, qui sont restés marocains, ils n'ont jamais voulu se faire naturaliser français. Ils disaient que de toute façon, à la frontière, dans un sens, ben, t'es marocain, puis à la frontière dans l'autre, t'es français. Alors, ben, ça servait à rien, autant rester marocain tout le temps, c'était bien comme ça. Toujours est-il que le père de Marwan vient de mourir. C'était pas du tout prévu, hein. Il s'est couché, il était un petit peu mal, sa mère l'a appelé en lui disant « Papa se sent pas très bien », il lui a dit « Oui, bah, tu sais, ça arrive parfois, laisse-le aller se coucher ». Il ne s'est pas réveillé. Il est sur la police d'assurance. C'est lui qui accompagnera le corps de son père au Maroc. Comment ça mon père veut être inhumé au Maroc? On est français. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je veux dire, on nous a inculqué le fait d'être français jusqu'au bout des ongles. Pourquoi mon père veut être inhumé au Maroc? Qu'est-ce que ça veut dire? J'irai pas. Je suis très en colère que mon père soit mort, mais je peux pas encore dire que je suis très en colère que mon père soit mort, alors je suis très en colère sur ce qu'il a décidé pour moi. Pourquoi moi, en plus, hein? Sauf que on ne va pas contre la volonté de son père. Alors, Marwan partira avec le cercueil pour accompagner la dépouille de son père au Maroc. Le reste de la famille partira en voiture. Ça crée des jaloux, hein. Vraiment. Il arrivera en amont de la famille. Dans une famille qu'il ne connaît pas. Marwan, il a grandi, il s'est très vite détaché de ce Maroc, qu'il voyait comme quelque chose de trop exotique, trop lointain de son quotidien, trop pas lui. Hein. Et il va passer du temps chez sa grand-mère. C'est un adulte, il veut être considéré comme un adulte. Pas du tout quelque chose qui peut potentiellement marcher avec, en tout cas, sa grand-mère marocaine. Et très vite, il va écouter. Parce qu'apparemment, cette femme a quelque chose à lui dire. Parce qu'apparemment, le fait que son père soit inhumé au Maroc veut dire quelque chose de beaucoup plus important que juste « je veux être parmi les miens ». Enfin, les miens d'avant. Hein, puisque ses fils passent leur temps à dire « nous sommes ceux d'ici » et il ne veut pas de nous. Et on va, comme ça, traverser par le biais, juste par le biais d'une histoire, hein, familiale. Quel a été le rapport entre la France et le Maroc? Comment ce type est venu en France
a pu être mécano et au fur et à mesure a pu racheter un petit garage, comment il a pu élever ses enfants avec une espèce de rigueur, mais en même temps une espèce de bienveillance absolument incroyable. Comment ce Marwan, qui a vraiment le cul entre deux chaises, mais qui ne s'est jamais vraiment posé la question, va se confronter à le pan de l'histoire marocaine. Et c'est là qu'il se rend compte de ce qu'il est, par le biais de ceux qu'ils sont. Et le titre est très très bien choisi. C'est l'histoire d'une petite fille de droite qui grandit dans une famille de gauche. Elle aime l'école Claudine, elle aime l'ordre. Ses parents sont complètement bloqués. Lui, il est complètement bloqué parce que juif peu et noir, parce qu'une peur absolument incroyable et parfaitement compréhensible que l'Holocauste revienne. Donc il fait des listes. Il fait des listes pour conjurer le potentiel retour de l'Holocauste. La mère, elle est bloquée en 68. Voilà, c'est pas compliqué. Elle est bloquée en 68. Donc cette petite fille, elle grandit dans un univers où le loufoque et l'absurde sont le quotidien. Sauf qu'elle, elle veut juste... c'est une petite fille normale, en fait. Elle veut juste un peu des règles, quoi. Mais pas des règles de fou. Juste un peu de normalité. Et tout le monde trouve ça génial que ses parents soient un peu barges et tout ça. Et elle veut juste un peu de normalité. Ça, c'est la première chose. Elle a un petit frère, hyperactif, avec qui c'est très 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 compliqué de composer. Par exemple, ça, ses parents, ils ne voient pas vraiment. Ça fait partie d'une espèce de flou artistique familial. Toujours est-il que ils sont à Marseille, ils sont dans un quartier plutôt populaire à Marseille, et pour son entrée en 6e, ses parents décident d'un truc de dingue, alors qu'ils sont contre absolument ça. Ils décident de la mettre dans un lycée, dans un collège privé catholique. Et alors là, c'est le court-circuit de trop. C'est-à-dire, c'est des barges profonds. Ils ne passent leur temps qu'à revendiquer un positionnement et politique et social, etc. Et ils la mettent dans un collège privé, plus près de toi mon Dieu, plus près de toi mon Dieu, plus quoi. Donc elle comprend pas. Ça, c'est la première chose. Donc il va falloir faire semblant. Alors, au final, cette rigueur, elle aime bien ça. Plan col Claudine, tout ça, elle se dit qu'enfin elle va pouvoir se révéler pleinement. Mais non, c'est sans compter sur le fait qu'il ne faut pas non plus trahir l'histoire familiale, les fameuses loyautés. Et tout ce roman, c'est ça. Elle a une langue incroyable, Irina Teodorescu. Et là, elle raconte que sa narratrice est au volant de sa voiture, elle est en Sologne, et successivement vont se passer 3 choses qui vont complètement l'emmener en 89 en Roumanie. D'abord, elle va écraser un renard. Elle est avocate pour le droit des animaux. Elle va croiser des gilets jaunes. Alors, c'est pas dit texto dans le texte, mais elle va croiser des gars sur un rond-point qui bloquent les voitures. Donc voilà. Et elle va apprendre à la radio la mort d'un immense poète roumain qu'elle connaissait personnellement et qu'elle appelait Mater. C'est très beau. Et ces 3 éléments l'emmènent en 1989 en Roumanie. Elle n'est plus une avocate de 40 ans vivant à Paris, enfin vivant en France, pardon, mais une petite fille de 10 ans. Et elle va raconter, par le biais de souvenirs et par le biais de ressentis, ce qu'était la vie en Roumanie en 89, en commençant à peu près vers le mois d'avril, jusqu'à la chute des Ceausescu. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça n'est absolument pas un roman historique. C'est-à-dire, ne cherchez pas à retrouver des événements. Il y a juste quelque chose d'un peu chronologique, puisqu'on va jusqu'à la chute, mais c'est à peu près tout. Par contre, ça donne très 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 envie d'aller se renseigner. Moi, je ne sais pas vous, 89, 12 ans,
les images, on a quand même vu les images de la chute des Ceausescu, enfin de la mort des Ceausescu. C'est un truc de maboule quand même. Hein. Je veux dire, Saddam Hussein, il fallait aller chercher sur le net. Hein. Enfin, on avait accès aussi. Hein. Mais là, on a eu ça, alors pas en direct, mais enfin quasi quoi. Enfin, c'était quand même hallucinant. Donc elle raconte ça aussi. Quel rapport on pouvait avoir à la violence dans un endroit coupé du monde, le rapport entre l'Est, l'Ouest, le fantasme absolu, etc. Donc elle raconte tout ça, porté par une verve incroyable. Ce roman commence lentement. Il faut le savoir. Quand vous êtes page 50, vous vous dites encore quand est-ce qu'il va se passer quelque chose. Mais, il faut être allé voir les petits éléments. Nous partons à Saint-Louis. Arthur, il est universitaire, sur le déclin, hein, mais il ne veut pas tellement s'en rendre compte. Il est donc prof, il a pu beaucoup de cours, mais il est donc toujours à Saint-Louis. Et il est venu à Saint-Louis il y a une vingtaine d'années auparavant, un peu plus même, parce qu'on lui a promis monts et merveilles. Parce qu'il devait être le meilleur prof, enfin je veux dire, voilà. Il n'allait pas révolutionner l'université, mais presque quoi. Et donc il a traîné sa femme Francine à Saint-Louis, et elle ne voulait pas venir, hein, vraiment, elle ne voulait pas venir. Hein. Mais voilà, ils ont vécu dans une très grande, jolie maison dans le quartier de Saint-Louis. Enfin, lui trouvait ça génial, quoi. Et elle a vraiment pas envie de venir. Mais bon, elle est venue. Alors, dans cette grande maison, ce qui était chouette, c'est qu'elle a pu annexer la très très belle véranda et en faire son bureau. Elle était psychanalyste, Francine. Alors là, vous allez avoir accès à 2-3 séances qui valent le détour quand même. Moi, je trouve que, encore une fois, sur le pouvoir dans le couple, etc., qui sont assez drôles. Bref. Mais ça, c'était quand ils se sont installés à Saint-Louis. Parce que maintenant, Arthur, c'est plus tout à fait ça. Hein. Cette grande maison, elle existe toujours, mais il y vit plus. Ses enfants sont partis depuis longtemps. Hein. Maggie et Ethan vivent à New York. Francine est décédée quelques années auparavant d'un cancer du sein. Et Arthur, pendant ce temps, Arthur, lui, il est à Saint-Louis. Arthur, je vais rien vous dire de lui, vous allez le découvrir. Comment tu l'aimes pas? C'est impressionnant. Il joue au prof d'université hyper brillant. Il est tellement nul, ce Arthur, c'est un bonheur. Un vrai bonheur de lecture. Alors bien évidemment, il n'est pas nul tout le temps. Il n'est pas nul partout. Mais il est nul souvent. Mais tout comme Maggie, tout comme Ethan, enfin bon, bref. Tout comme Francine, quand elle était vivante. Alors elle est encore plus nulle depuis qu'elle est morte, parce que comme elle manque à tout le monde, elle est devenue un peu nulle, Francine, d'être morte. Hein. Toujours est-il que Arthur va inviter ses enfants en week-end à Saint-Louis. Ça fait une éternité qu'ils ne se sont pas vus. Vont-ils y aller? Pourquoi veut-il les inviter? Vous découvrirez, moi je vous dis plus rien. Je vous dis juste que il y a du Franzen là-dedans, clairement. Il y a du Philippe Roth là-dedans, parce que, bien sûr, sinon ce ne serait pas américain, vraiment. Hein. Et ce ne serait pas une grande saga, mais Arthur est juif. Ce qui amène quand même des petits éléments assez drôles, type bar mitzvah, au poil. Hein. Sans moquerie, hein. Le but n'est pas de se moquer, on est bien d'accord, mais alors, au poil, vraiment. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que la langue du détail, la langue de l'intime, la langue de la saga familiale, elle est là. Que on ne se confronte pas. Hein, on ne se confronte pas à ce qui s'est réellement passé. On tourne autour, on s'en approche, mais comme on se brûle un peu, paf, hein, on fait comme si ça n'existait pas. Ce qui est absolument génial, c'est qu'est-ce qu'a fait Francine pour que ce soit aussi compliqué pour Arthur? Qu'est-ce qu'a fait Maggie et qu'est-ce qu'a fait Ethan pour qu'aujourd'hui, ils soient invités par Arthur en week-end?